Le temps d'une liberté, On discute du couple, et de parentalité. Bien le bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons discuter libertinage avec le couple de la page Instagram Plaisir Libéré. Un échange pendant lequel nous allons définir le libertinage et ses pratiques, mais aussi faire la visite audio de différents lieux libertins. Le tout dans un format à l'ancienne, en un seul gros épisode. Alors n'hésitez pas à faire pause et terminer la lecture plus tard pour ne rien manquer. Allez, je vous laisse. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Matt. Bonjour Nicolas. Bonjour Matt. Bonjour Marie. bonjour. Et bonjour Noah. Bonjour. Alors, vous tenez le compte Instagram Plaisir Libéré. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors j'ai créé ce compte il y a 2 ans parce que je cherchais en fait un thème pour faire un compte Instagram et je me suis aperçue qu'en fait en sexualité il y avait beaucoup de lacunes et qu'on me posait beaucoup de questions dans la vie de tous les jours et je me suis dit pourquoi pas parler de sexualité et de libertinage surtout. Ok. Et pourquoi on vient vous poser beaucoup de questions sur la sexualité tous les jours ? Parce que je pense que je n'ai pas de tabou, je n'ai aucune difficulté en fait à en parler donc et j'ai peut-être aussi de l'expérience je pense. Derrière ce compte, il y a Caroline et Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu ? Eh ben, on est un petit couple de, ça fait 15 ans qu'on s'est rencontrés, 15 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés sur un site libertin. Donc on voguait chacun de notre côté initialement, on découvrait un peu le libertinage. On s'est rencontrés donc un peu dans ce domaine, ce qui a aussi facilité les choses pour la suite. On est un couple heureux, un couple, on est bien ensemble, on se motive, on se pousse à faire les choses qui nous plaisent Et on a une particularité, c'est qu'on a 18 ans de différence et je suis l'aîné. Effectivement, c'est pas commun. C'est là aussi où on va pousser un peu des fois les retranchements. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Alors, vous nous avez parlé du coup que vous vous êtes rencontrés sur un site de libertinage et que c'est quelque chose qui faisait sens dans votre couple. Oui. Comment vous définissez le libertinage ? Comment on définit le libertinage ? La non-exclusivité du coup, c'est-à-dire ouais, voilà, ça résume bien. pour notre part, c'est une non-exclusivité sexuelle, pas sans... Ok. Et qu'est-ce que vous mettez est-ce que vous mettez d'autres choses derrière ce mot, libertinage de manière plus générale ? Pour vous, qu'est-ce que ça désigne C'est partager du plaisir enfin nous on rencontre toujours ensemble, donc c'est partager du plaisir ensemble, c'est ne pas avoir de tabou, bien communiquer, c'est-à-dire que si on a envie de rencontrer une femme, un homme, un couple, on se le dit simplement et ça, pour la sexualité c'est un plus quoi, c'est très épanouissant. Franchement voilà. Et du coup, vous dites pas de tabou, mais est-ce que du coup le libertinage est libre de tout tabou ou En fait, le libertinage, c'est comme toute forme de société ou de groupe. Il y a bien évidemment toutes sortes de personnes, donc il y a également des tabous, des croyances, des préjugés. En fait, dans le libertinage, on retrouve les mêmes personnes que dans le non-libertinage ou partout ailleurs. Très bien. Noah, est-ce que toi, tu avais des choses à rajouter sur le libertinage ? La définition. C'est vrai que du coup, je pratique depuis quelques années ce que moi j'appelle plutôt un mode de vie éventuellement ou une manière un peu de penser. Pour moi, le libertinage, ça va être un ensemble de pratiques et éventuellement, comme je le disais, plutôt une manière de penser, de vivre ses relations. Donc effectivement, non-exclusivité sexuelle, mais aussi certaines pratiques qui s'y attachent. On reviendra certainement dessus un peu plus tard. Et puis, peut-être une découverte de soi et des autres qui est un peu plus poussée que dans les relations exclusives, surtout sur le point de vue de la sexualité, je pense. Voilà. Marie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, un autre apport à cette définition ? Oui.
De mon côté, je vois le libertinage comme une pratique sexuelle. Et du coup, de différencier la notion d'exclusivité, non-exclusivité avec le libertinage dans la mesure où on peut être en couple exclusif et libertiner ensemble. Par contre, tout comme on peut être en non-exclusivité et libertiner ensemble et chacun de son côté. Et donc, la différence entre relation libre, relation exclusive, polyamour, qui est un cadre de relation, et le libertinage, qui pour moi c'est vraiment c'est une pratique sexuelle. Maintenant, j'ai fait des petites recherches historiques. Allez, un petit balayage rapide, Marie, sur depuis quand ça existe Ouais. Et comment ça a évolué dans exactement. l'histoire. Alors, rapidement, c'est présent dès l'Antiquité grecque avec le mouvement épicurien, qui est donc la recherche du plaisir ultime avec l'évitement de la douleur pour mener une vie épanouie. Donc ça, c'est la philosophie épicurienne. Après, il y a un long temps où la notion de libertinage est mise de côté et plus du tout employée dans la littérature, en tout cas dans les écrits retrouvés, parce que la religion prend une place énorme, et donc l'amour courtois, le mariage, etc., ça ne laisse pas de place de manière officielle, ou en tout cas où on peut en parler, au libertinage, même si on se doute que c'est toujours présent. Par contre, il y a un retour au XVIIe, où là, dans l'érudition, on peut retrouver des libertins qu'on appelle donc érudits, qui vont plutôt se retrouver dans la mouvance épicurienne, mais d'une manière sans scandale, et une liberté plutôt, des libertins de mœurs, où là on va plutôt aller sur les images qu'on peut se faire dans l'historique du libertin typique, stéréotypé entre guillemets, avec les filles dans les tavernes, les salles de jeu, les liaisons furtives dans les lieux de rencontres nocturnes, qui sont des relations sans passion, sans lendemain, et qui permet de préserver une image un peu de façade du mariage officiel, qui est encore subi et pas forcément choisi à cette époque-là. Et donc on a une vision très manichéenne de ces deux types de libertinage qui est centré sur la morale. Et on voit le libertin comme un libre penseur qui n'est pas soumis à la doctrine de l'Église, voire athée. Et c'est réservé plutôt au domaine de l'aristocratie, et mené par le chef de file, un chef de file qui s'appelle Théophile d'Oyot, qui est un poète français du XVIIe siècle, et qui est très très engagé dans ces idées-là, et qui va même aller jusqu'à mourir pour ces valeurs-là d'amour, de liberté et de plaisir. Et c'est plutôt une posture qui est, comme je disais, réservée aux nobles et à l'aristocratie, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'adonner à cette posture-là de libertinage. Et d'ailleurs, il y a eu des qualifications de la cour d'Henri IV comme un vaste bordel de luxe, Jacques Chaudet en 1976. Et dans le siècle suivant, donc siècle des Lumières, 18e siècle, là, on a l'apogée du libertinage, où la liberté est associée à la sensualité, à la raison, au matérialisme, et à la remise en question de toute oppression. Donc il y a une force très politique quand même dans cette posture du libertinage. Ça va au-delà de la sexualité, c'est vraiment cette libre pensée, et aller contre le cadre établi. Mais je pense que c'est intéressant pour aujourd'hui aussi à garder en tête cette notion d'aller dans le libertinage, d'aller contre le cadre établi. Et on est toujours dans cette rupture avec la religion, ou avec un dieu omnipotent encore beaucoup à cette période de l'histoire, avec le roi qui a tous les pouvoirs, et de manière générale les figures paternelles qui s'érigent en chef de famille, etc. Voilà, grosso modo jusqu'au 18e, et c'est toujours dans la sphère aristocratique, parce que ça demande, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, au-delà de la sexualité, dans la pensée, donc ça demande des compétences langagières, et de parole, oratoire, de lecture, et donc qui est réservé plutôt, des compétences qui sont acquises plutôt dans l'aristocratie, parce que au niveau populaire, ces personnes-là n'ont pas accès à tous ces savoirs-là. Et donc, à cette période-là, on voit le libertinage comme une forme de déni de l'attachement amoureux, et on lâche la bride au plaisir sensuel. Et enfin, sur le XXe siècle, en tout cas sur le début du XXe siècle, on a une libération sexuelle de l'homme et de la femme, mais toujours plus tolérée chez l'homme que chez la femme, et ça va mettre longtemps à changer. Et même encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de regards très critique sur là-dessus, je pense, moins qu'avant, mais c'est encore, je pense, très très ancré.
Et aussi une forme de responsabilisation de l'engagement amoureux pour l'homme et de l'offre stabilité qu'il pourrait offrir à la femme. Mais là encore, on est sur des schémas du plutôt début, milieu de 20e et qui tendent à changer aussi aujourd'hui. Voilà. Merci Marie pour ce, pour ce balayage historique où on voit un peu les racines de ce mouvement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Du coup, Caroline et Nicolas, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on va vers le libertinage à un moment? Qu'est-ce que... Mhm. La, Ah, cur- Bah ouais, ce que j'allais dire. la curiosité. Ouais, surtout la curiosité. En premier, je dirais. La curiosité générale. Je pense que quand on est curieux de manière générale, on a peut-être envie de découvrir des choses, d'essayer des choses. Je pense que c'est là aussi où, dans le libertinage, il y a ceux qui y vont par curiosité, qui ont une forme d'appétence sur ce domaine-là. Et il faut surtout pas que ce soit celui qui y va pour compenser quelque chose après 20 Ouais. années de couple Par ou des ennui. choses comme ça. Ouais. Et donc ça serait plutôt un frein en fait à l'esprit en fait libertin qu'on pourrait en tout cas la philosophie libertaine Mais c'est surtout délétère pour le couple. dans ce sens-là. Ok, tout à fait. Ouais. Oui, effectivement, c'est peut-être pas là pour compenser un problème ou régler des soucis dans le couple, mais plutôt pour le construire différemment. Et ouais, j'aime bien cette idée de curiosité, en tout cas, avoir envie de découvrir plein de choses, et du coup ça passe par là, et je trouve ça plutôt sympa comme concept. Donc un lieu d'expérimentation et de découverte, si on peut le définir un petit peu un peu comme ça. Oui. Un nouveau terrain de jeu aussi. On peut dire ça sans partir dans n'importe quelles expériences et oui. avec des limites, bien évidemment. Oui, peut-être découvrir ses limites, d'ailleurs. Ah, mais aussi, oui. Au final, c'est en essayant qu'on découvre les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on est prêt à recevoir, peu après à recevoir. C'est vrai qu'il faut poser de l'écart aussi. Et je pense que tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, qui était la communication, en tout cas interne au couple, et pouvoir échanger en fait sur justement, là on parlait des limites, voir les choses qui vont pas, qui peuvent évoluer. Vous, est-ce qu'il y a par exemple, il y a des freins que vous avez rencontrés dans le libertinage, des choses qui ont pu vous heurter? Pas forcément lié au libertinage lui-même, c'est plus inhérent, c'est plus ça dépend plus de l'humain. En fait, c'est plus quand les fois où il y a des choses moins plaisantes, c'est surtout en rapport avec les personnes. C'est pas le libertinage en lui-même, c'est plus comportemental. Voilà, exactement. Ouais. Mais donc il y en a, oui, clairement, il y a des choses. C'est là qu'on découvre, en avançant petit à petit, en discutant. Et puis, quand on se lance aussi dans le libertinage, on n'a pas forcément toutes les infos. Pareil, quand on fantasme un trio ou une rencontre entre couples, on idéalise aussi la situation, on pense pas forcément à tout. Donc, en y allant, en essayant, on voit ce qui va pas. Je pense que c'est comme toute expérience dans la vie. C'est en y allant, en discutant, en communiquant et en essayant. Et puis voilà, c'est tout. Après, on avance. Tout à fait. Essayer de discuter un peu de quelles sont les choses avec lesquelles chacun des membres du couple, du coup, sont OK ou pas OK. Ne serait-ce qu'à, j'imagine, à faire, à voir comme pratique, par exemple. Et puis, c'est qu'en communiquant qu'on peut savoir un peu les besoins, envies et limites de chacun. Donc, je pense que c'est vraiment la base du libertinage, la communication, au final. On y revient toujours, hein. À chaque épisode. Ah bah, c'est le temps d'une communication. On devrait... Exactement, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central.
Est-ce que vous avez eu, je sais pas, quand vous avez commencé, ce genre de pratique, aussi des peurs qui sont remontées potentiellement, des peurs, potentiellement, bah, des autres, des personnes qui ne pratiquent pas et où il y aurait, pourrait y avoir un jugement un peu sociétal ou, aussi le côté, jalousie potentiellement qui pourrait, bah, du coup s'afficher parce que, c'est des situations qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être, Moi, je pense que la jalousie, enfin, ça c'est mon avis, je pense qu'il y a toujours un peu de jalousie, mais c'est une jalousie qui sert De leitmotiv. oui, oui, c'est un booster en fait. Ça permet, c'est excitant. Mais par contre, cette jalousie, il y a une limite. Il y a une limite à pas dépasser. Si on dépasse cette limite, là, ça devient vraiment très désagréable et les gens, par exemple, c'est arrivé avec certaines personnes qu'on ne rencontre plus. On a vraiment pour ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un contrat, des codes aussi. Quand ça ne va pas, on se fait des petits signes pour dire là ça va pas, la situation, la pratique ne me plaît pas, faut qu'on arrête. Parce que ça basculerait vite vers l'inconfort en fait. Oui, c'est intéressant. Du coup, vous fonctionnez avec des petits signaux, des Oui. safe words un peu, ou plutôt du coup des signes. Non, surtout Ouais. des gestes parce que les mots, tout le monde les entend. Oui, On c'est est vrai. plus dans des gestes et puis Oui. dans des petits coups de pression. Ouais. Ah, bah, c'est intéressant. Bah, en même temps, ça reste discret. Donc, Ouais. on s'est dit, on veut être discret, on va pas faire les bourrins, tout arrêter d'un coup. Donc, on essaie pareil de faire ça toujours, bah, que ce soit fluide, que ça reste cordial, que ce Ouais, soit, mais par exemple, une situation qui paraît totalement banale, mais qui nous déplaît l'un comme l'autre. On était avec un couple et la femme du couple embrassait Nicolas, mais longtemps. Ça a duré un peu trop longtemps. Alors un baiser, c'est agréable, c'est pas gênant, mais il y a une limite. Et là, c'était trop en fait. Donc là, le petit coup de pression sur avec la main sur le bras ou la jambe et puis il arrête quoi, il comprend parce il se doute aussi que mais c'est difficile d'ailleurs de sortir de la situation. ouais. Et du coup, passer par le tactile, pour vous, c'est une manière de communiquer qui est, dans cette situation-là, peut-être plus facile que par les mots quand il y a d'autres personnes et Mais cetera? oui, je vais pas lui dire tu peux arrêter Non, de l'embrasser s'il te plaît. Ça casserait le mood. Ouais, ou alors un safe word ou un pêche! Oui, par exemple, banane. Ouais, c'est vrai. Je fonctionne uniquement avec des safe words. Par exemple, dans le cadre, pour se donner des petits noms de code comme ça, par exemple en lieu libertin, style en club ou en sauna, pour se dire que quelqu'un nous plaît, mais on va pas le crier. Ça pourrait être Oui. un petit peu bourrin, comme vous avez dit, hein, Stéphane. Du coup, on utilise des noms de fruits ou ce genre de choses. C'est plus discret, un petit regard, Ouais, et ça puis va. voilà, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt rigolo de voir comment on communique tous différemment. Après, quand j'ai fait les recherches là, un petit peu sur le sujet du libertinage, déjà j'ai eu énormément de mal à trouver alors des études statistiques, il y en a quasiment pas ou alors elles datent un peu, ou ça sont sur des tout petits échantillons. Du coup, c'est pas hyper, représentatif. Et même des articles de manière générale et un peu, scientifiques ou en tout cas, voilà, qui ont des sources, d'études sociales ou des choses comme ça, il y a pas grand-chose. Et dans les définitions des différents dictionnaires, il y avait autour du libertinage, il y a souvent un aspect assez péjoratif. Ouais. On parle de dépravation ou voilà, de personnes qui rentrent pas dans le cadre, de rébellion, mais voilà, voire parfois un aspect un peu sale ou honteux. Voilà, et je trouvais ça met en lumière, je trouve, la vision que peut encore avoir de manière globale la société autour de cette pratique-là. Ouais. Parce que bah, c'est toujours dans les dictionnaires actuels, toujours défini comme tel. Il n'y a pas d'actualisation de la définition, alors que bah, le cadre a énormément changé par rapport même à il y a quelques décennies déjà, sans parler de plusieurs siècles, mais déjà même en quelques décennies, le cadre a énormément évolué avec les pratiques sexuelles. Et aujourd'hui, on est quand même encore sur quelque chose de
enfin, je trouve, très tabou. Et quand c'est pas tabou, c'est avec des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet au final. Enfin, en tout cas de l'expérience de discussion que j'ai pu avoir avec différentes personnes sur tout ça. Bah, et surtout que pour le coup, et le peu que c'est médiatisé, en fait, pour le coup, c'est comme la différence d'âge quand la femme est plus âgée. Quand on médiatise ces choses-là, on part toujours dans le cliché. Il n'y a pas de, c'est jamais neutre ou quoi que ce soit, et on part toujours sur les pires personnes qu'il faut montrer dans ces cas-là. Ils vont parler du libertinage, bah ils vont montrer un gangbang, par exemple. Ils vont pas juste parler des couples normaux qui font des choses, qui prennent du plaisir, même que ce soit soft ou pas. Enfin voilà, on part tout de suite vraiment dans les extrêmes et il y a aussi ce côté-là qui aide pas, quoi. Qui dessert, ouais. Après, c'est aussi lié justement, parce qu'on n'en parle pas, les gens continuent de ne pas savoir et donc ça Oui. entretient. C'est vrai. Mais c'est pour aussi ça que j'ai fait l'idée le compte aussi, justement. Je pense Voilà. que c'est pour ça. Ça participe, je pense, à la démocratisation de cette Ouais. pratique et donc à l'information et à démystifier un petit peu voilà, c'est comme peut-être un peu aussi d'une certaine manière le BDSM qui est une pratique sur laquelle il y a énormément aussi, par exemple, de préjugés et de stéréotypes et parce que les gens ne connaissent pas. Et donc, ce qu'on ne connaît pas, on se base sur un univers de référence commun avec des images qui sont véhiculées et donc ça reste... Et alors qu'au final, quand on en parle et quand on en parle de manière assez libérée et en expliquant, en racontant, les regards changent. Je pense que c'est important. Tout à fait. Voilà, c'était la minute philosophie de Est-ce que pour votre entourage, alors déjà j'imagine que tout le monde n'est pas forcément au courant parce que les pratiques sexuelles ça relève du domaine de l'intimité du couple, mais est-ce qu'il y a des fois vous avez eu la crainte de la perte soit du changement de regard ou la perte d'une forme de respect des personnes proches avec qui vous pourriez en parler à cause justement de ce poids un peu là, culturel judéo-chrétien de le couple, toute c'est à deux l'éducation, et quoi. voilà, tout ça, voilà, c'est ça, tout ce qu'on nous transmet depuis des générations. Et... nous, Ouais. on en parle, même dans notre famille, on a parlé à pas mal de gens. C'est assez récent, mais on en a quand même parlé à pas mal de personnes. Mais l'entourage professionnel, non. Ça, j'en parlerai pas parce qu'elle ne comprendrait pas. Je le vois. Et ma fille est au courant, mais mon fils, je sais qu'il faut absolument. Enfin, mes enfants sont grands, hein, ils ont 29 et 34 ans. Hein. Mais je sais que mon fils n'accepterait pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'il le sache. Ouais. Mes parents, pareil, ils ont 80 ans, ils comprendraient pas non plus. Ouais. Alors on se heurte à une différence de génération. Oui, c'est ça aussi. Où il y a un moment où c'est compliqué de sortir de ce dans quoi on a vécu. Enfin, le changement est trop, la marche est C'est ça. peut-être trop Ouais, grande. clairement. Et puis c'est pour ça aussi que ça a été plus facile de mon côté. Et puis aussi le fait que je pense que peut-être plus que Caroline, j'ai tendance à m'en foutre un peu de la vie des gens. Donc limite, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Et puis voilà, ouais, non, moi je me dis, c'est tout, on a que lui. Et puis les gens ce qu'ils en pensent. Mais après, de manière générale, et en plus, ouais, même limite paradoxalement, c'est que moi, limite, même avec l'entourage, des choses comme ça, je parle, mais vraiment très rarement de sexualité, en fait. Si quelqu'un aborde le sujet, j'en discute, en fait. Et c'est là où j'en discute vraiment, sans rien cacher, sans tabou. Et voilà, mais c'est vrai que de moi-même, j'en parle pas. C'est pas forcément des sujets que j'aborde et, donc limite, bon voilà, c'est que je m'en fous, mais en même temps, j'ai pas forcément l'occasion d'en parler, donc ça aide aussi que pour Caroline c'est moins évident parce qu'elle en parle peut-être plus plus que moi et donc elle doit peut-être plus se freiner. Oui, j'ai l'impression de ne pas être naturel en fait, c'est ça. On peut pas être naturel du coup avec certaines personnes. C'est dommage, je trouve, c'est dommage. Ouais, le côté entier en fait. Ouais, j'entends bien. Je vois, mais en fait, voilà, nous, ça fait écho aussi alors maintenant avec des émancipations qui sont sexuelles, mais de manière un peu plus générale, hein, c'est-à-dire l'homosexualité, mais aussi sur des relations non exclusives, libres ou polyamoureuses, où on est sur, voilà, la société évolue,
Je pense que Instagram aussi nous permet et permet à de nombreuses personnes d'être informées et de manière un peu moins cachée, ou en tout cas que ce soit pas uniquement le vecteur télévision, Oui. Ouais, les le réseaux grand média en fait sociaux. qui transmet l'information, et peut-être un contenu un peu plus véritable entre guillemets, avec des gens qui vivent Plus vraiment authentique. à Oui. l'intérieur et qui transmettent du coup une information qui est pas traitée sous un regard entre guillemets où il faut faire de l'audience, où voilà, faut attirer un petit peu le chaland entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même, voilà, le libertinage reste un petit peu, mais comme d'autres milieux, hein, un petit peu caché, et on peut se poser la question de mais qu'est-ce qu'on retrouve derrière ça? Et je pense que voilà, ça nous permet de peut-être faire une jonction avant que Marie, tu as. J'avais une petite question. Ouais. Je me demandais juste si, du coup, vous disiez en début d'épisode que vous vous êtes rencontrés sur un site libertin, et est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé dans la construction de votre couple, ou est-ce que vous avez eu d'abord une phase de construction avec une exclusivité et après vous êtes revenus ensemble vers le libertinage? On a eu une phase d'exclusivité, oui, pendant 4 ans. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire dans la construction d'un projet de couple avec des projets de vie, et cetera, de passer par une phase d'exclusivité pour, peut-être, en tout cas ma vision, la manière dont je projette les choses, est d'abord se découvrir à 2 et construire à 2 avant d'aller sur de la rencontre ou de l'ouverture ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous pensez qu'un couple peut aussi se construire directement en étant déjà pratiquant, de cette forme de sexualité, de garder ça? Après, je me dis peut-être que c'est propre à chacun. Enfin voilà, Oui, c'est ce que j'allais sur dire. la question. Oui. Pour nous, on avait besoin, je pense, de se construire effectivement pendant ces 4 premières années. Mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité, oui. Bah, c'est ça. Après, pour le coup, c'est que nous, dans notre fonctionnement, c'est ça, on a vraiment une base. On a donc la base du couple. Voilà, on est vraiment. En plus, on fait quasi tout ensemble. On est très souvent ensemble. On fait énormément de choses ensemble, que ce soit même le sport ou des tas de trucs. Donc, dans notre fonctionnement, je pense qu'on avait besoin de ça. Et c'est pareil, même dans le libertinage, d'un couple à l'autre. Nous, le libertinage, ça peut être par période. Et c'est pareil, c'est pas à des fréquences folles ou des choses comme ça. Donc je pense que ouais, dans notre fonctionnement, on avait besoin aussi d'abord d'avoir cette base, cette stabilité pour après puis après notre avis aussi par rapport à notre vécu, etc., et notre fonctionnement, c'est qu'il faut aussi quand même avoir une base solide pour justement après Confiance. partager ces choses-là et puis Construire une confiance, en fait, l'un dans l'autre. Oui, moi je suis assez en phase avec cette façon de voir les choses. Je sais pas si Benoît ou Matt, vous avez peut-être des avis différents sur la question que vous voulez alimenter. Pour ma part, c'est vrai que du coup, mon couple s'est formé pas tout à fait de la même manière. On n'est pas passé par cette phase d'exclusivité. Donc c'est vrai que ça peut être peut-être intéressant d'en discuter. En fait, on s'est rencontrés et on s'est tout de suite dit, entre guillemets, notre manière de fonctionner. Donc lui était, donc du coup, il est polyamoureux et moi j'étais plutôt libertin. Donc c'est poser la question de découvrir le monde de l'autre, en fait, de savoir la non-exclusivité. Voilà, lui c'était vraiment au niveau des sentiments et moi du coup c'était plutôt sexuel. Au niveau des sentiments, je me sentais pas polia à ce moment-là. Bon, il se trouve qu'au final, à la découverte l'un et l'autre du monde de l'autre, on s'est rendu compte que ça nous convenait tout à fait et que, au final, je me suis retrouvée très bien dans le polyamour. Donc, cette relation, elle s'est construite vraiment sur ces bases-là de découverte du monde de l'autre, de l'exploration un peu des besoins de chacun, des limites, savoir un peu quels étaient les points qui nous créaient des inquiétudes, là où on avait besoin d'être plutôt
plus rassurés, mis en confiance sur certains points aussi. Et donc, du coup, en fait, on n'est pas passé par de phases d'exclusivité. Dès le départ, c'était assez clair qu'on n'en souhaitait pas d'exclusivité. Donc, au final, on a créé notre petit équilibre comme ça, même s'il n'y a pas eu d'exclusivité à ce moment-là. Donc, au final, je pense que voilà, ça doit dépendre de chaque relation, de chaque personne. Oui, je pense aussi, oui. Moi, j'entends, du coup, dans ces 2 témoignages, j'entends plusieurs choses. C'est le fait de trouver que chacun, en fait, doit construire et doit communiquer pour trouver son équilibre et voilà, son fonctionnement. Et donc, ça passe pas forcément par une phase de communication. Ça revient. Mais voilà, en fait, il y a besoin de parler et de comprendre, en fait, comment chacun fonctionne pour pouvoir aller, en tout cas, pour pouvoir que l'entité couple, en fait, existe, et que ce soit pas juste du non-dit et puis qu'on attend que ça se passe, quoi. Oui, je pense qu'il faut aussi communiquer vraiment à chaque étape. C'est-à-dire que nous, on est passé par des étapes où on a ressenti des sentiments négatifs, clairement, pas foncièrement négatifs, mais on est passé par des phases où on avait je pense, des insécurités, qu'elles soient personnelles ou vis-à-vis de l'entité du couple, des phases de manque de confiance, de jalousie aussi. Et le fait qu'on parvienne à communiquer sur ces points-là en particulier et à se dire après coup, ou alors des fois c'est arrivé pendant certaines expériences, qu'elles soient polia ou du coup plutôt libertines, parce que du coup nous on fait quand même pas mal la différence entre les deux. À ce moment-là, on en parlait très clairement, à se dire bon voilà, cette étape elle m'a été, je l'ai ressentie de telle manière, ça m'a pas plu. J'ai essayé de m'introspecter, mais j'ai besoin d'en parler. Et donc en fait, au fur et à mesure, on construisait un petit peu ce petit cocon, j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre une petite métaphore. On se construit en fait à force de discussions comme ça, où on s'explique ce qui va pas ou comment ça a été, comment ça s'est passé de notre côté. On s'est construit le petit cocon et la petite stabilité, du coup, à deux, mais pas que, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, on n'est pas que deux. Mais c'est vrai que nous aussi, après chaque rencontre, on fait toujours un débrief, en fait. On se donne nos ressentis, comment on a vécu la rencontre, ce qui était bien, ce qui était moins bien, et on réajuste s'il faut pour les rencontres futures. Exactement, il faut être hyper à l'écoute de l'autre. C'est vrai. Très bon point. Du coup, dans l'ensemble des échanges qu'on a eus précédemment, voilà, on a évoqué des choses un petit peu cachées, un peu méconnues. Et ben, je pense qu'il est l'heure maintenant de pouvoir un peu faire le tour de ce qu'on peut retrouver dans le libertinage. On peut commencer peut-être par les pratiques qu'on peut retrouver à l'intérieur du libertinage. Alors, bon, on va dire déjà les définitions qu'on pense nous juste. Il y a donc il y a le candolisme, c'est-à-dire les gens qui sont plus souvent spectateurs, qui aiment voir leur conjointe prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre sans forcément participer. Il y a le côte-à-côtisme, c'est-à-dire deux couples qui vont faire l'amour l'un à côté de l'autre sans interaction avec l'autre conjoint. Il y a le mélangisme où on échange tout sauf la pénétration avec l'autre couple. Et l'échangisme où on échange tout, y compris la pénétration. Vous avez fait le tour, je pense, des pratiques vraiment propres au libertinage en soi. Après, c'est vrai qu'on peut retrouver aussi des pratiques qui ont lieu dans des lieux de libertinage, qui vont être liées plutôt au BDSM, j'imagine. Oui, oui. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que c'est du coup des pratiques comme effectivement le BDSM ou par exemple autour des fétichismes, c'est des choses qu'on peut retrouver plus facilement dans les milieux libertins que dans une sexualité propre au couple? Je sais pas si c'est clair ma question. Non, si, c'est très clair. Ouais, surtout tout ce qui touche au fétichisme et au BDSM, je pense que ouais, ça doit être, je pense que c'est assez délicat pour être abordé en milieu libertin, ou à part
si dans le libertinage, tu as tendance à voir le même couple sur une période assez longue ou des choses comme ça, où Ah oui, là, oui. tu développes un peu plus Mais je pense que ouais. voilà, En si club, c'est voilà, je pense possible. que si Ouais. tu vas en club Mm. échangiste et en club libertin, est-ce que tu retrouves ce genre Il de y a des choses? salles, Je si. pense qu'il y a de Oui, tout, oui. ouais, clairement. Il y en a pour tous les goûts. Parce que là, au final, on parle beaucoup du libertinage pratiqué en couple, Oui. Oui, mais il se oui. pratique aussi en tant Oui, bien que sûr. personne seule. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres pratiques qui rentrent en jeu. Je pense notamment à la pluralité de manière générale, où c'est pas uniquement du coup des couples entre eux ou côte à côte ou etc. Mais ça peut aussi être simplement, on a parlé tout à l'heure du gangbang, c'est un exemple. Ça fait partie des pratiques qui sont quand même assez récurrentes dans le milieu du libertinage, mine de rien. Dans les espaces libertins dont on va parler ensuite, il y a souvent des soirées à thème de ce type. Il peut y avoir de la pluralité qui n'est pas non plus du gangbang, mais qui peut s'apparenter plutôt à de l'orgie. Donc ça va plutôt être vraiment plein de personnes Oui. qui font du sexe soit côte à côte, soit en se mélangeant, soit mais vraiment plus que juste deux couples, je dirais. C'est moins codifié peut-être du coup. C'est ça, moins codifié effectivement. Et puis après, effectivement, voilà, il y a toutes les pratiques liées au fétichisme, à divers fétiches qui peuvent être, je pense, un peu plus existantes dans le milieu du libertinage. Je pense notamment à certaines pratiques BDSM où du coup on peut retrouver le gangbang ou bien, de manière plus générale, la pluralité. Je pense que du coup c'est un milieu qui s'apprête bien à l'exploration de sa sexualité, l'épanouissement personnel et qui du coup est pas forcément plus ouvert. On pourra revenir sur la question après. Oui. Pas forcément plus ouvert, mais c'est un espace où tout de même on peut quand même s'exprimer un peu plus et explorer. Et donc du coup, selon les partenaires avec qui on relationne, permettent l'exploration de divers fétiches et du coup, c'est plus propice. Et Noah, du coup, tu as évoqué l'ouverture d'esprit. Est-ce que pour toi, le libertinage est un milieu ouvert, comme son nom pourrait le laisser paraître Alors ouais, c'est vrai que le libertinage, c'est la libération, se libérer des mœurs, voilà, ça va être ouvert d'esprit. On l'entend souvent, mais dans les faits, c'est pas forcément le cas. On peut notamment penser du coup à la bisexualité qui reste quand même vachement tabou, surtout du côté des hommes. Complètement. Ouais. Et puis même au niveau de la transidentité, c'est vrai que du coup je suis concernée à ce niveau-là. Et l'ouverture d'esprit n'est clairement pas de mise partout. Les espaces libertins sont une des premières choses à laquelle je pense, qui sont clairement pas à jour sur les différents genres, enfin identités de genre, et du coup c'est pas forcément ouvert d'esprit et ni bien forcément bienveillant envers les différentes pratiques sexuelles non plus, notamment l'homosexualité, bisexualité. Je sais pas si vous souhaitez rebondir peut-être dessus, Caroline et Nicolas. Bah non, mais on te suit clairement là-dessus. C'est que le libertinage, bah c'est ça, on en revient un peu à tout, c'est que bah c'est avant tout des gens et que bah c'est finalement c'est un milieu, mais ça a la même mentalité que le reste de la société. Donc si c'est patriarcal, si c'est homophobe, etc., bah ce le sera aussi dans le milieu libertin. Il n'y aura pas vraiment Ou transphobe, ouais. de différence ou plus d'ouverture d'esprit. Ou non, finalement on retrouve les mêmes personnes qu'on croise dans la rue et donc ça change pas forcément leur mentalité. Il y a des gens qui refusent de nous rencontrer. Pourtant, on pratique pas forcément la bisexualité masculine, c'est optionnel. Il y a des couples qui refusent de nous rencontrer parce que Nicolas est bi. Juste parce ils savent qu'il est bi. Même s'il y aura pas d'échange entre hommes, mais non, et du coup... par peur
Oui, mais c'est ça. d'être contaminé. Apparemment, j'ai une tête de prédateur ou je sais pas, mais... Je pense qu'il y a une vraie peur ancrée de la perte de masculinité avec dans les préjugés et les stéréotypes qui sont ancrés dans l'éducation qu'on reçoit et le matrixage marketing très très genré qu'on peut voir partout et l'hypersexualisation des corps, etc. Et que la bisexualité de l'homme et l'association aussi beaucoup des pratiques anales à l'homosexualité chez les hommes fait que la bisexualité est considérée aussi comme une forme, enfin voilà, pour l'homme en tout cas de manière générale, hein, je dis pas que c'est le cas à tout le monde, mais je pense qu'il y a inconsciemment cette peur de perte de virilité et donc de masculinité. Enfin, ça joue dans ce qui se passe là. C'est clairement ça, et après, même pour le coup, moi, ma première expérience bisexuelle, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un grand côté curieux, donc ça va, mais c'est vrai que pour le coup, tu te poses quand même pas mal de questions. Tu t'es dit, est-ce que ça va changer ma façon de penser? Est-ce que ça va changer? Et puis en fait, tu te rends compte que ça change strictement rien, que embrasser un homme, une femme, c'est exactement pareil, que enfin voilà, ça change rien du tout. Mais je pense qu'à la base, on part, c'est ça, avec le poids de notre éducation, avec le poids social, et donc avec des tas de préjugés. Et puis il faut juste s'ouvrir, faut juste essayer des choses pour se faire finalement son opinion, hein. Ouais, tout simplement. Complètement. Mais cette peur de la bisexualité, on la retrouve même sur les sites de rencontres libertins. Parce que je vois beaucoup de fiches de profil, par exemple, où vraiment ça doit être précisé. Sinon, effectivement, comme vous le dites, ça fait peur. La bisexualité, c'est une option, ou si feeling. C'est vraiment des trucs qui ressortent souvent. Oui, tu vois, monsieur est 100% ou 200% hétéro. Exactement. C'est exactement sur les fiches couple bi. C'est madame et bi, monsieur, c'est que si feeling. Il n'y a pas d'obligation, surtout. C'est vrai que c'est pas... alors que madame, il n'y a pas de problème, quoi. Exactement. Non, mais ça, c'est accepté, il n'y a pas de souci. On voit encore clairement le poids vraiment de l'éducation judéo-chrétienne, du patriarcat, tout ça, hein, et comme tu le disais, Marie, hein, de la virilité, où... attention, hein, c'est compliqué. Alors, j'ai l'impression quand même sur les nouvelles générations, c'est des choses qui sont clairement en train de bouger. Oui. Ouais. Mais pour que ça fasse pour que la société entière évolue sur ce sujet-là, ça va prendre quelques années encore. Du coup, on a évoqué des pratiques, on a évoqué des états d'esprit, tout ça. Est-ce qu'on peut évoquer un peu plus les lieux où se pratique le libertinage? Alors, les lieux. Alors, pour nous ça reste chez nous ou chez les personnes, les personnes qu'on rencontre. Voilà, vraiment dans le privé. Voilà. On n'est jamais allé ni en sauna libertin ni en club libertin. Ça correspond pas trop à notre vision en fait du libertinage. On a trop besoin de communiquer en fait, de discuter avec les gens, et je ne vois pas avec une étiquette. On cherche couple famille mélangiste. C'est difficile, quoi. Je trouve que c'est plus difficile. Dans notre fonctionnement, on a besoin de prévoir les choses en amont, enfin d'être rassuré, d'être raccord avec les personnes en face. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on privilégie le privé et la discussion en amont, bien évidemment, avant la rencontre. Mais donc voilà, si on doit citer des lieux, il y a bien évidemment le privé, il y a les saunas. Mais là, c'est pareil pour le coup, les saunas, on en revient, hein, il y a les saunas entre guillemets hétéro, libertins, il y a les saunas gays, parce que bien évidemment, on va pas mélanger ces deux mondes. Donc les clubs libertins. Et il y a aussi les soirées, des gens qui organisent des soirées dans des lieux avec des couples, des célibataires. Et quand vous allez à la rencontre, enfin pour la rencontre en privé, ou même j'imagine pour se retrouver peut-être sur des lieux publics pour les personnes qui le veulent, vous passez par les sites de rencontres libertins. Oui. Ouais. Est-ce que on peut peut-être en énumérer, enfin ou en parler? Est-ce qu'on peut citer des marques? Non, alors oui, enfin mais oui, parler des. Il y a Wild. Wild qui est peut-être le plus connu, non? Wild qui était net échangiste, mais c'est là qu'on s'est connus, mais qui est
qui a quand même beaucoup changé, je trouve. Et à Libertic, nous c'est ce qu'on connaît, à Libertic et nous libertins, mais actuellement, je trouve que je pense que Wild a fait une grosse campagne de pub et ça a attiré, je pense, beaucoup de touristes en fait, qui sont pas là nécessairement pour rencontrer, mais pour, je pense, par l'excitation de la situation, de discuter avec des gens et rien que de fantasmer en fait à l'idée de rencontrer. Donc ça les a desservis, je pense, Wild. Et on trouve maintenant, par rapport à il y a 5 ou 10 ans, on a beaucoup plus de mal à rencontrer en fait sur les sites. Enfin, je sais pas si vous pensez la même chose, mais moi je trouve. Moi j'utilise du coup plutôt Wild et je sais pas, j'y trouve j'y trouve à moitié mon compte en fait. Il y a beaucoup de choses qui selon moi vont pas trop sur ce site et je vais prendre ma petite pancarte. Hello, je suis une personne transgenre et j'ai des problèmes avec le libertinage et son inclusivité. Les personnes transgenres ne sont tout simplement pas différenciées dans le genre. Donc en fait, on peut mettre qu'on est transgenre, mais les gens n'ont pas moyen de savoir si on est une femme transgenre ou un homme transgenre. Donc déjà, selon moi, ça pose un petit souci que ce soit lorsqu'on sélectionne les personnes que l'on souhaite rencontrer, les personnes avec qui on souhaite échanger par message déjà, se met tout le monde dans la même case. Donc c'est toujours pas très évident. Et puis oui, effectivement, il y a une grosse campagne de publicité au moment du confinement, surtout, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que du coup, ça ramène beaucoup de curieux qui sont là juste pour une semaine. Oui, voilà, c'est ça. En général. Les profils, ils disparaissent au bout d'une semaine. Ouais. Donc, des fois, on échange avec des gens et puis ils disparaissent. Bon, c'est vraiment compliqué. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pas évident sur les sites. Il y a autre chose aussi qui me gêne, je sais pas si tu as remarqué, c'est que sur Libertic, par exemple, sur Wild, je sais qu'ils ont enlevé le poids. On n'a plus le droit de marquer le poids. J'avais pas fait attention, effectivement. Pour éviter la grossophobie. Mais par contre, l'agisme, ça les gêne pas du tout parce que sur Libertic, par exemple, quand tu fais des recherches, dans la rubrique physique, c'est l'âge. Alors ça a le don de m'exaspérer au plus haut point. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre souci qu'il y a sur les sites de rencontres libertins, c'est que quand on s'inscrit en tant que couple, on peut être uniquement un couple hétérosexuel. Bah oui, parce qu'il n'en existe pas d'autres. Alors, non, tu peux préciser. Mais évidemment. Non. Alors, déjà, entre du coup un couple d'hommes ou un couple de femmes, déjà, c'est pas possible. Mais alors, un couple avec une personne transgenre dedans. Ah, bah là, c'est ah oui, non, c'est vrai qu'il peut pas. Non. Là, c'est un autre univers. Il y a un site où tu peux mettre couple d'hommes ou des choses comme ça. Ça me dit quelque chose, mais. Ouais, mais c'est pas précis, quoi. Ça reste toujours. Ah bah ouais, non, et clairement. Puis c'est pas les sites libertins au final les plus connus, donc ceux sur lesquels il va y avoir le plus de personnes. Donc pas pratique. Après, sinon, on peut aussi citer en style appli un peu safe. Moi, je recommande quand même Field. Je connais pas. C'est une application qui est plus dédiée du coup aux rencontres entre personnes qui pratiquent des modes de vie un peu alternatifs. Enfin, du moins au niveau des modes relationnels. Donc souvent on retrouve des couples polyamoureux, non exclusifs ou donc du coup libertins, ou même des fois des trouples. Enfin vraiment, il y a plusieurs configurations. Ça s'écrit comment ? Il y a possibilité de comment ça s'écrit ? Field, donc c'est alors je vais vérifier. On pourra le mettre aussi de toute façon, peut-être les sites sur oui, bah oui. Ouais. Tout à fait. D'accord. C'est FEELD. D'accord, merci. Et du coup, il y a vraiment moyen de relier son profil avec son partenaire ou sa partenaire. C'est vraiment pratique. Ouais. Et puis c'est vraiment ouvert d'esprit. Pour le coup, là, on peut le dire. Contrairement à Wild, où ça se veut ouvert d'esprit, mais derrière, il y a beaucoup quand même de critères qui sont quand même... et puis de personnes dessus qui sont pas forcément très ouvertes d'esprit. Là, Field, clairement, on a la possibilité de sélectionner son genre parmi un panel d'identité de genre vraiment très large. Donc c'est un bon point que je note. C'est inclusif, ouais. Les gens respectent l'usage des pronoms. C'est un milieu qui est ouvertement inclusif. Un peu inclusif et king-friendly aussi. Donc les fétiches sont vraiment OK. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc c'est sympa aussi.
Donc ça fait que du coup les rencontres sont assez intéressantes et souvent plutôt même basées, j'irais peut-être un peu plus loin. Il y a quand même une grosse majorité, alors je sais pas si c'est mon algorithme, une grosse majorité de sapiosexuels. Donc du coup les conversations sont vachement plus poussées que juste des demandes de rendez-vous comme il peut y avoir sur Wild. Petit problème. Du coup, on a évoqué les différents lieux de libertinage, mais est-ce qu'il y a possibilité de s'en savoir un peu plus pour les personnes qui sont jamais allées, de savoir comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qu'on peut y retrouver Tout à fait. Donc du coup, tout à l'heure, on a mentionné les saunas libertins, les clubs libertins et les soirées libertines. Donc déjà, rien que ces 3 différents lieux de possibles rencontres sont, selon moi, très différents au niveau des attentes et au niveau de ce qui peut s'y passer. Du coup, je vais prendre un par un. Je vous propose. C'est parti, on va faire une petite visite guidée. Donc, dans le club libertin, c'est ce qui est c'est ce dont on parle le plus en général. On parle de club libertin, mais qu'est-ce que c'est le club libertin ? Donc, c'est un espace similaire à, je dirais, à un bar dansant. En règle générale, c'est composé de donc un vestiaire si jamais il y a besoin. De se changer ou quoi que ce soit sur place. Il y a un bar, un espace de danse, un espace de type repos, canapé, donc plutôt dédié à de la discussion, mais bon, dans les faits, la musique est forte, c'est pas forcément l'endroit idéal pour discuter. Comme dans une boîte, quoi. Il y a des canapés, mais... C'est un peu l'idée. Après, il peut y avoir des moments, des fois, où la musique est moins forte, donc le coin canapé peut avoir son utilité. On peut retrouver après toutes sortes d'espaces. Ça, après, ça dépend de l'établissement en question. Donc, je pense notamment à, je sais pas moi, une salle de massage, une salle de projection pour regarder des films ou, s'il peut y avoir des trucs du style. J'ai parfois vu des endroits où il y avait des jeux de société, donc vraiment, ça peut vraiment être hyper varié. Vas-y, on se fait une belette. Et enfin... Entre ça et la cité de la peur, là, c'est des trucs très drôles qui me sont dit. Excusez-moi, si vous avez besoin de rien, faites-moi signe. Très bien. Et enfin, du coup, comme vous y attendez, il y a un coin qu'on appelle le coin câlin, communément, l'endroit où il est autorisé du coup de pratiquer le sexe. Et donc, du coup, ces divers endroits, ils vont chacun avoir leur utilité. De manière générale, dans les clubs, et d'ailleurs, ce que je dis là est valable aussi pour les saunas. En général, le sexe est autorisé dans les espaces dédiés au sexe, donc le coin câlin, mais pas dans les autres endroits. Après, il peut y avoir quelques petites exceptions, style la salle de projection, des fois ça peut être une exception, salle de massage, ça peut être une exception. Là encore, je vous invite du coup à regarder sur les petits panneaux. Normalement, c'est écrit à peu près partout, s'il y a le droit ou s'il n'y a pas le droit. Il y a des petits pictogrammes et tout. Ouais, il y a des petits pictogrammes, il peut y avoir des petits... Non, souvent c'est imprimé sur du papier en format A4, c'est pas très recherché, mais... Ensuite, on va partir à la visite d'un sauna libertin. Donc, le sauna libertin, ça va être plus un espace du coup qui va être plus aquatique, une ambiance plus de détente. On va du coup avoir un vestiaire aussi, un bar, parce que c'est indispensable. Un coin salon canapé, pareil que dans le club, mais avec de la musique qui est normalement, usuellement moins forte. Là aussi, il peut y avoir une autre salle, un autre endroit style jeu de société, massage. Il peut y avoir des pistes de danse aussi, mais c'est quand même assez rare. Et puis enfin, on aura du coup l'espace un peu plus ce qu'on appelle le coin humide, du coup avec un sauna, un hammam, un jacuzzi, une piscine. Ça peut être un peu soit les 4, soit 3, soit 2, ça dépend des établissements également. Et enfin, évidemment, le coin câlin du coup, où le sexe est autorisé. Donc du coup, quand je disais que les ambiances, les attentes et l'ambiance c'était pas les mêmes, déjà rien qu'entre ces 2 endroits, il y a un mood qui est vraiment pas le même. Dans le club libertin, on y va, on est habillé, on doit être habillé de manière chic en règle générale. C'est très rare les clubs
où le dress code n'est pas imposé dès l'entrée. Donc, tout le monde joue vraiment très fort sur le paraître. Il faut vraiment être chic, classe. C'est une ambiance qui est majoritairement destinée... En fait, ça dépend des établissements. Soit c'est assez jeune, soit c'est plutôt assez vieux. Il y a très peu d'entre-deux, je trouve. Quand je dis assez jeune, c'est entre 25 et 35. Et après, assez vieux, ça va être vraiment au-dessus. J'espère vexer personne. Au-dessus. Forcément, tu vas en vexer. Je dirais au-dessus de 50. Il y a des fois des ambiances qui sont très. C'est un peu tout l'un, tout l'autre. C'est un peu difficile de trouver des clubs où vraiment il y a vraiment de la mixité dans l'âge. À ce point-là, en général, ils font quand même une sélection un petit peu à l'entrée, même s'ils ne le disent pas clairement. Donc voilà pour le club libertin. C'est vraiment une ambiance, faut le voir comme une boîte où en plus, si vous avez envie, il y a un petit endroit pour aller coquiner. Voilà, ça va pas déplaire à beaucoup de personnes, hein. C'est en soi, le concept est sympa. Forcément. Et du coup, à la différence du sauna, où le sauna, c'est beaucoup plus basé sur la détente, prendre le temps. Je trouve que les gens sont beaucoup plus là pour discuter. Il y a aussi beaucoup plus de diversité au niveau des corps et au niveau des personnes qui s'y rendent. Donc, du coup, là, le sauna, comme c'est un espace humide, en fait, on n'est pas autorisé à être habillé à l'intérieur. Donc, à partir du moment où vous rentrez, on vous propose une serviette ou un paréo, ça dépend de votre genre et de ce que vous souhaitez sur le moment, une paire de tongs, et puis c'est parti, vous êtes, vous êtes lâché du coup dans le sauna et vous pouvez déambuler du coup. Ça peut être aussi directement nu, mais pareil, c'est rare. Ça, on pourra reparler des codes un petit peu après. Et donc, du coup, l'ambiance y est beaucoup plus sur la détente, profiter des espaces aquatiques. Et puis, s'il y a feeling qui se passe avec des gens, ou si une fois dans le coin câlin, il y a des rencontres qui se font et qui se passent bien, à ce moment-là, il y a des moments coquins. Mais c'est vachement moins frontal, je trouve, que dans les clubs, par exemple. Donc, voilà pour une petite différence. Et après, on parlait du coup des soirées libertines. Donc, ça peut être des soirées soit privées, organisées donc par des gens chez eux avec plusieurs personnes, mais qui ne connaissent pas forcément. Donc, souvent, ça passe via des applis. Comme par exemple sur Wild, on peut facilement organiser des soirées. Mais ça peut aussi être des organismes qui font des soirées. À ce moment-là, c'est un peu plus souvent quand même dans l'univers un petit peu BDSM et Kingster. Ce qu'on appelle le milieu Kingster, c'est des personnes qui ont des fétiches et qui le vivent, disons, en plus en mode de vie. Et à ce moment-là, c'est une toute autre ambiance, hein. C'est vraiment un esprit de fête dans laquelle il est possible d'avoir des relations sexuelles sur place. De manière générale, il y a un espace qui est prévu pour... style un coin câlin qui est aménagé dans le lieu de la fête ou de l'événement. Voilà. Est-ce que j'ai assez fait le tour ou pas trop au niveau de la visibilité? Moi, je trouve que c'est plutôt complet. Ouais. Ouais, ça va. Je sais pas si Caroline, Nicolas, vous voulez compléter peut-être vos expériences en termes de... Enfin, vous êtes sur des plutôt rencontres privées, mais peut-être que vous avez des choses à apporter. On n'est jamais allé. Mais donc, Noah, merci pour la visite. Oui. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer du coup? On y réfléchit. On y réfléchit. Non, les soirées privées, c'est... Les soirées privées, c'est ça. Non, tu veux dire les soirées privées vraiment à deux. Oui, enfin les soirées privées chez l'un, chez l'autre. Oui. C'est pareil, ça dépend toujours des gens parce que tu vas chez quelqu'un, donc tu rentres dans son intimité, donc tu suis aussi en partie ses codes, comme nous quand on reçoit quelqu'un. Donc c'est pour ça que contrairement à des clubs ou les choses comme ça où la discussion ou les attentes ou les choses comme ça se fait plus sur place et peut-être plus direct, nous, dans notre fonctionnement, on prend plus le temps à discuter avant, déjà par Internet, donc savoir qu'on soit raccord sur les attentes et les envies. Et après, ce qu'on aime bien, c'est quand sur place,
C'est pas allez hop direct tout le monde à poil et c'est la fête. Oui, c'est Non, on aime bien prendre le temps d'installer prendre le temps. Ouais, complètement le moment. de boire un coup, de discuter. Et puis faut surtout qu'il y ait du feeling. Faut surtout aussi qu'il y ait de l'humour. Parce que tomber sur des personnes qui n'ont pas d'humour, c'est clair qu'on n'aura pas du tout envie d'aller plus loin. Donc ouais, il y a toutes ces choses-là. Il faut que ça matche. Il faut que ce soit fun, quoi. Tout Voilà. Oui, non mais clairement. Pardon. Après, à savoir qu'il y a des soirées à thème en général dans les clubs et dans les saunas de manière récurrente dans la semaine. Donc du coup, il y a des soirées qui sont plus propices à rencontrer un certain type de population ou qui sont plus propices à la discussion que d'autres. Je pense notamment, il y a des soirées spéciales bi, il y a des soirées spéciales couple et femmes seules, où du coup, il va y avoir une plus grande parité, je dirais, dans les personnes présentes, et des soirées aussi, j'avais vu apéro dînatoire, ce genre de choses, où du coup, c'est plus la discussion qui est mise en avant et ça permet un peu plus de discuter qu'en temps normal dans ces bâtiments, enfin dans ces espaces-là, ce qui peut être intéressant aussi à explorer. Et on n'a pas tellement abordé le côté valeur, peut-être qu'on pourrait retrouver à travers le libertinage. C'est vrai que moi je connais pas trop ce milieu-là, mais ce qui m'en ressortait, c'était le côté respect et plutôt consentement très, très mis en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Moi, le conseil que je donne aux followers quand ils me demandent justement, j'ai envie de libertiner, je dis toujours, pour les couples, il faut que vous soyez d'accord tous les deux, vous en ayez envie tous les deux. Il faut que votre couple soit solide et il faut que votre sexualité soit déjà épanouie. Oui, et communiquer, bien sûr. Ça, c'est vraiment c'est pas hyper une thérapie important, de couple, le libertinage. Voilà. Ouais. Non, clairement. Après les valeurs, je pense qu'on en revient toujours à la même chose où Consentement, respect. Puis c'est avant tout des personnes que tu croises, donc on partage pas forcément tous les mêmes valeurs, donc c'est pour ça aussi que la communication est importante. Et communication, déjà interne au couple, mais aussi externe avec les personnes que tu veux rencontrer, parce que on retrouve quand même il y a toujours une grosse présence patriarcale et misogyne déjà dans la société, mais aussi dans le milieu du libertinage. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut faire attention, parce qu'il y en a qui viennent avec leur morale à eux, leurs idées, leur concept de la sexualité ou du libertinage. Donc c'est pour ça que si on n'a pas tous les mêmes valeurs, et voilà, ça se discute et ça se... Ça, typiquement, c'est le genre de choses que vous vérifiez avant, du coup, lors de la discussion sur Internet. Ouais, clairement, c'est ça. On veut en fait, c'est ça. C'est vraiment d'avoir des gens ouverts d'esprit, qui soient fun, respectueux, enfin voilà, qui aient la même vision que nous, ouais. Qui aient les mêmes... Après, il peut y avoir, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, et c'est tout à fait normal, on est tous différents, mais de moins sur cette partie-là, c'est être accord, et puis avoir des gens en face aussi respectueux, et puis pas juste... propre. Propre aussi. Est-ce que vous avez pu constater, ou en tout cas dans les échanges pareils que j'ai pu avoir avec des personnes qui pratiquaient le libertinage, ce constat que le fait d'être libertin, pour les personnes qui arrivent avec peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur avec leur construction, projection autour de la sexualité, sans forcément remettre en question, etc., voilà, ce qu'ils ont pu connaître avant. Ça projette la personne libertine comme quelqu'un de potentiellement ou très ouvert, et que donc le consentement peut être moins respecté, ou en tout cas consulté, parce qu'on part du principe que si la personne est libertine, c'est qu'elle est ouverte aux pratiques, et donc on n'a pas forcément besoin de vérifier le consentement tout le temps. Complètement. Si. Complètement, et surtout toujours dans le même sens, hein, c'est toujours de l'homme vers la femme, hein, c'est pas... Les schémas se reproduisent aussi dans ce sens-là. En fait, ouais, mais ça, c'est ça, hein, c'est finalement, c'est les mêmes personnes qu'on croise dans la rue, donc ça reste, on retrouve au final les mêmes mentalités, les mêmes,
Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la communication, quoi. Mais on a beau en parler avant, se mettre d'accord avant, pendant, il y a toujours il y a souvent des choses qui dérapent, quoi. Et je sais pas, faudrait signer un contrat, je sais pas, mais. et est-ce que dans ces moments-là, vous arrivez à remettre, à redire ah bah là attention consentement et à faire que ça reparte parce que les personnes ont juste peut-être pas eu la pensée et se disent ah oui c'est vrai tiens là j'aurais peut-être pu faire attention et du coup ça repart. Alors, ça dépend. Moi, j'ai déjà eu j'ai eu une pratique qui était faite avec l'homme d'un couple. Je lui ai dit non, il a continué. J'ai redit non, il a continué. J'ai dû carrément m'en aller, me mettre derrière Alors Nicolas. là, on est sur du. Non mais voilà, oui, mais c'est hallucinant quand même. Il y a pas d'écoute, c'est dingue. Alors c'est même plus que pas d'écoute, c'est pas de respect. Et pas de respect. Oui, voilà, tout à fait. Mais c'est pas un cas isolé. Oui, ça, je me doute bien. Malheureusement. Du coup, j'en profite pour rebondir sur ce genre d'événement quand ça se passe en sauna ou en club. Bon, évidemment, c'est pas évident de dire non, mais le non est dit. Enfin, c'est possible de dire non à tout moment. Le consentement reste quand même le maître mot dans tous les établissements, quels qu'ils soient, qu'ils soient hétéro, bi ou uniquement gay. Il n'y a pas un seul gérant qui vous enverra être pour rester poli si vous lui reportez du coup qu'il y a eu un souci avec quelqu'un. En général, justement, faut pas hésiter. Il y a des vigiles qui sont à certains endroits, il y a des personnes qui font des rondes. Au pire, il y a les personnes derrière le bar. Si jamais il y a des personnes qui ne respectent pas votre consentement ou décident de vous embêter clairement pendant une soirée libertine, quelle qu'elle soit, il faut pas hésiter à signaler. Et en général, ces personnes vont se faire sortir assez rapidement, parce que les gérants, c'est dans leur intérêt de garder un espace qui est sécurisé et dont les valeurs correspondent à celles de leur établissement, donc le consentement, etc. Mais pour le coup, c'est même limite ce qu'on conseille par exemple, même à des femmes seules qui veulent rencontrer des couples. Limite, on leur conseille carrément plus d'aller en club parce qu'il y a cet aspect sécurité, il y a du monde, il y a des vigiles, il y a tout un cadre que la soirée privée, d'aller directement chez les gens, parce que bon, voilà, c'est ça, on sait jamais. On sait jamais, Ah oui, c'est sûr, sans aucun doute. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que je préférais aller en sauna ou en club pour l'aspect sécurité plutôt que d'aller directement dans un hôtel, par exemple. Il n'y a pas... Il n'y a pas photo. Est-ce que il y aurait d'autres conseils peut-être à donner ouais. Pour débuter dans les espaces libertins. Le libertinage de manière générale, les deux décorrélés peut-être, mais aller sur des conseils peut-être pratiques. Enfin, voilà. Alors du coup, je pense que commencer dans le libertinage, on a quand même bien fait le tour avec notamment la communication. La communication des envies, besoins, limites, on le répétera jamais assez, mais je pense que c'est la base de la base. Aussi, les attentes aussi, les angoisses, faut pas hésiter à discuter de tout ça. Concernant, je dirais, préparer sa sortie au club ou au sauna. C'est pareil, couple. Non on définit nos besoins, envies, attentes. C'est la même chose. Est-ce que ok, c'est ok avant Exactement, avant, mais j'irais même plus loin en fait, avant, et ensuite on fait, il y a vraiment besoin de communiquer pendant et même après, évidemment, le débrief, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment, faut vraiment rester sur l'idée que tout ce qui est décidé en amont et ce qui est dit avant n'est pas figé et que même une fois le moment commencé dans l'espace, il y a toujours moyen d'y mettre un stop ou d'exprimer son mécontentement ou des choses qui vont pas, donc ça c'est important. Pour bien commencer une première sortie en sauna, moi j'aurais tendance à dire bien choisir son lieu, c'est important. Il y a des lieux qui ont forcément différents types de population, la réputation du lieu aussi, ça peut jouer. Donc, selon les envies et les attentes du coup des deux personnes du couple ou plus d'ailleurs, mais en général mon couple, voilà, deux, on va partir sur cet exemple-là. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux chercher un établissement qui conviendrait à ses attentes. Donc, si vous êtes plutôt du genre à faire la fête, à aller en boîte de nuit, à ce moment-là, on va plutôt se diriger vers un club. Si par contre vous êtes plus timide ou
vous avez envie de détente et d'un moment un peu plus calme et de rentrer un peu plus en douceur, à ce moment-là, je conseillerais le sauna. Le sauna, si t'es timide, ça Ouais. dépend, c'est peu de choses aussi, parce que l'aspect de nudité peut être un Juste, peu... Ouais, pardon. j'adore que du coup tu viennes parce que en même temps la perche c'est parfait. Transition parfaite. Après l'aspect nudité, si ça peut en rassurer certains, bah du coup si vous préférez être habillé, bah du coup le club c'est peut-être mieux. Mais après en sauna, il y a toujours moyen d'être avec une serviette ou avec un paréo. Et de manière générale, les personnes restent en serviette ou en paréo dans tous les espaces, sauf peut-être un peu moins dans le coin câlin. Ça va de soi. Oui. Et dans le jacuzzi ou dans la piscine, parce que bon, on va pas mouiller les trucs, c'est un peu embêtant. Bah voilà, après Donc, c'est autre chose, quoi. c'est ça. Mais sinon, de manière générale, les gens restent avec leur serviette ou leur paréo. Donc au final, que ce soit la nudité d'autrui ou sa Ouais. propre nudité, ça peut être aussi intéressant de se tester à ce niveau-là, de si on est à l'aise ou pas à l'aise en sauna. Moi, du coup. ça peut être en douceur. Franchement, c'est pas forcément si violent que ça, je dirais, parce que du coup, on peut quand même rester en serviette. Donc, Et peut-être préciser aussi que pour les personnes célibataires ou voilà, qui ont envie de se lancer, peuvent y aller avec un ou une complice ou un ou une amie qui est dans le même mood et se dire bah, on y va à deux. Mais voilà, du coup, ça permet aussi de ne pas être seul dans cette découverte-là, sans forcément être avec la personne dans la sexualité. Hein. Ça peut être chacun aussi vit le truc de son côté, mais en tout cas d'avoir une certaine sécurité. De se dire ben je suis pas perdue tout seul ou toute seule au milieu d'un monde que je ne connais pas encore ou des choses comme ça. Tout à fait, y aller avec des amis, ça peut être très sympa, même à plusieurs. Mais même, bon, alors peut-être pas pour une initiation complète. En temps normal, je conseille pas ça quand même de commencer seul. Mais au-delà de la première fois, si jamais vous avez envie d'y aller seul, que vous avez déjà essayé, etc., ça peut être tout autant fun d'y aller seul et faut vraiment, je pense, pas se sentir forcément trop en insécurité ou apeuré du milieu. Je pense que les gens peuvent être très sympas. Bon, encore une fois, ça dépend des établissements et comme l'a très bien dit Nicolas tout au long du podcast, la population qui est dans un sauna, elle est représentative de la population dans la société. Donc, il y aura forcément des personnes pas cool et des personnes qui seront moins avenantes. Mais de manière générale, les gens, ils sont là pour la même raison que vous. Alors, c'est pas forcément pour avoir du sexe, mais pour simplement rencontrer d'autres personnes ou alors simplement profiter de l'espace. Et à ce moment-là, bah, il y a toujours moyen de discuter de manière générale avec les gens et c'est très bienveillant comme milieu tout de même. Je trouve ça important de le rappeler. Et du coup, bah, même y aller seul, c'est pas forcément une mauvaise idée en soi. Je crois que Mathieu, tu voulais parler, non? Tu faisais des signes. Oui, alors tout à l'heure, vous parliez de la communication pendant, Ouais, avant, pendant et Ouais. après, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est un peu ce qu'on devrait faire tout le temps. dans n'importe quelle relation sexuelle, Oui. de pouvoir parler Avant, tout le pendant temps, et en après. fait. Ouais. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a du monde en plus ou c'est des choses qui, voilà. Et puis, on a le droit aussi dans une relation standard, entre guillemets, ou classique à deux, bah, de pouvoir dire à un moment stop, j'ai plus envie. Et puis voilà, voilà, c'était une petite parenthèse Non, mais pour élargir un peu le totalement. propos, mais Et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu, d'autant que ça soit le ou la partenaire. Et parce que souvent, on se dit que ça va venir de la femme, mais en fait, et je pense que dans le milieu libertin, il doit y avoir, je rebondis parce que justement, on me dit que dans le milieu libertin, ça doit peut-être même encore majoré, une espèce d'attente de performance de la part de l'homme, en se disant, bah ça, un mec, il a forcément envie de faire l'amour, alors que, ben non, ou il a forcément envie de pénétration alors que ben non, Non, tout à fait, c'est vrai ça. voilà. Et donc il y a je pense qu'il doit y avoir peut-être même davantage que dans la société, la sexualité interne au couple, ces attentes de performance chez l'homme qui fait que c'est plus difficile encore peut-être de dire stop ou de dire non, j'ai pas envie pour un homme. Je sais pas le ressenti que vous pouvez avoir de ça, mais la réflexion me vient là avec ce Non, mais qu'on a c'est vrai que pour le coup, de manière générale, les gens sont plutôt, comme disait Noah, bienveillants.
Sur les sites, cependant, on a déjà vu des fiches où c'est indiqué on cherche telle taille de bit, on n'aime pas les bandes mous, on veut pas de ci, on veut pas de ça. Donc ça, c'est sûr qu'il y en a, clairement. Mais de manière générale, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On a évoqué du coup les lieux et les pratiques, mais moi quelque chose qui me paraît essentiel, c'est quand même de parler de santé sexuelle, parce que voilà, on peut rencontrer différentes personnes, tout ça. Vous, Nicolas et Caroline, comment vous abordez cette question ? Comment on aborde cette question ? Du moins dans le domaine du libertinage, ce qui va être primordial déjà, c'est la protection des rapports protégés pour la pénétration. C'est l'hygiène est primordiale, bien évidemment. Mais après, c'est déjà arrivé de rappeler, mais même des des choses fondamentales de l'hygiène, comme juste se laver les mains, parce que on peut faire des tas de choses, mais après, enfin, les mains peuvent se balader à certains endroits et donc ça véhicule des microbes. Voilà, il y a des choses sur l'hygiène et puis il y a des choses dont les hommes n'ont pas forcément toutes les infos, dans le sens où soit de toucher, soit de lécher, soit de pénétrer, quand tu touches derrière et devant, ou des choses comme ça. Mais ça, Oui. Mais ça, c'est aussi une part d'éducation où, il y a pas mal d'hommes éduqués au porno qui pensent que tout est, enfin, qu'il n'y a pas de transmission de bactéries. On peut passer d'une pratique anale à vaginale sans risque de véhiculer des bactéries intestinales, par exemple. Ouais. Ah oui, ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que tout à l'heure, tu parlais d'une protection pour la pénétration, mais au final, le sexe oral est aussi un vecteur possible de contamination d'IST, MST, sans protection. Ceci dit, on sait aussi que du sexe oral avec des préservatifs, c'est quand même moins ouf en termes de sensations, etc. Puis c'est pas beaucoup fait. Non, peut-être. Noah, on n'a jamais vu, des... Ouais. Alors effectivement, Marie, je pense que je pourrais avoir quelques petites recommandations à ce niveau-là. Pour ce qui est des rapports avec un pénis, du coup, la capote reste de mise. Ça va être difficile de la remplacer par autre chose. Par contre, pour ce qui est des rapports avec contact, du coup, buccal, vaginal ou buccal, anal, il est possible de se construire, entre guillemets, une digue dentaire avec un petit tuto très simple qu'on pourra vous partager en description du podcast et dans les recommandations. Du coup, la digue dentaire qu'on peut créer, c'est un petit carré de préservatif que l'on coupe et qu'ensuite on vient tenir avec les deux mains et plaquer contre la partie que l'on souhaite où l'on souhaite avoir un contact. Donc en l'occurrence, du coup, la vulve, l'entrée du vagin ou alors l'anus. Voilà. Et du coup, ça permet de protéger en fait les lésions et du coup, il n'y a pas de transmission de maladie. Et sinon, il reste le gel hydroalcoolique. Dans la bouche, ça va être un peu hardcore quand même. C'est un choix. En parlant de gel hydroalcoolique, ça m'a fait penser au gel douche désinfectant. Et en ces temps de variole du singe, je profite du coup de rappeler ce petit tips qui peut être pratique. Vous pouvez récupérer en pharmacie pas des échantillons, mais des petits formats de gel douche désinfectant. Et c'est hyper pratique pour se doucher, en fait, que ce soit au sauna ou au club. Il y a des espaces de douche. C'est vrai que je l'ai pas dit dans ma visite guidée. Il y a évidemment des douches. C'est quelque chose on prend une douche à chaque fois qu'on change d'espace dans un sauna libertin, par exemple. Chaque fois qu'on fasse du jacuzzi, un hammam ou quoi que ce soit, on prend une douche. Idem après le coin câlin, en général, on se douche. Et donc, il y a toujours du gel douche à disposition, mais c'est vrai qu'en ces temps de variole de singe, monkeypox, c'est super utile de se laver avec un gel douche désinfectant fait exprès. Ça permet d'éviter la transmission de ce genre d'infections qui sont présentes du coup sur les surfaces, pas uniquement. Voilà. Et on n'a pas évoqué tout ce qui est dépistage aussi, tout à fait, sur le.
C'est Ça peut vrai. être, Dépistage complet tous les 2-3 mois, idéalement. si vous voulez le faire de manière gratuite, du coup, vous avez les Cégid qui sont présents dans tous les départements, si je dis pas de Tout bêtises. à fait. Souvent, c'est pas très loin des CHU. Et vous pouvez du coup CHU faire un pour les bilan. Non-initiés. CHU, ouais, Non, pour ça, on avait, on ceux qui avait ont pas compris, oui. l'habitude. Ouais, oui, mais tout le monde n'a pas le. Et du coup, là, vous pouvez faire gratuitement gratuitement, vous allez pouvoir faire ces différents dépistages sur les spectres, en fait, en fonction de toutes vos pratiques. En plus, il y a un accompagnement. Vous pouvez avoir aussi un sexologue qui peut venir discuter avec vous. Et donc, c'est anonyme aussi, c'est important de le dire. Donc, n'hésitez pas à vous rediriger vers ce genre d'établissement. Après, si vous êtes en bonne relation avec votre médecin traitant ou que c'est OK, vous pouvez aussi vous faire. Enfin, il y a possibilité d'avoir des ordonnances pour faire les tests en laboratoire. Voilà. Bon, c'est pas anonyme du coup, mais ça dépend de. Tout à fait. Et j'en profite pour rajouter qu'il ne faut pas hésiter à demander vraiment le dépistage complet parce que en général, les médecins traitants, ils sont pas forcément. Je ne sais pas qu'ils sont pas informés. Hein, ça serait un petit peu prétentieux de ma part. Mais sur ce sujet-là, en tout cas, souvent il y a des tests qui sont oubliés. J'ai pas la liste en tête, on les mettra en recommandation. Ouais. Mais il faut vraiment demander vraiment le dépistage complet. Il n'y a pas que le sida en IST-MST. Il y a il y a l'hépatite, il y a le papillomavirus aussi, je pense. Chlamydia. On peut aller vérifier. Chlamydia. ouais, L'herpès. Ouais. herpès aussi, pas la gonorrhée aussi, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est utile de le faire de manière relativement régulière à partir du moment où on a plusieurs partenaires. Même s'il n'y a pas de prise de risque en soi, je pense que c'est le principe de pratiquer une sexualité positive et consciente des risques. Du coup, c'est de soi-même être conscient qu'il existe des risques, que même si on en prend au minimum, on en prend quand même des fois un petit peu. Et du coup, c'est pour protéger les autres, il vaut mieux se tester soi d'abord pour pas contaminer d'autres ensuite, même sans savoir, etc. Eh bien, merci. Je pense on clôture un petit peu cette partie santé sexuelle. Syphilis aussi. Et- Je sais pas. J'ai trouvé une liste. On va pouvoir On vous mettra mettre tout ça. vraiment tout en Ouais. je sais pas si on aura le lien aussi avec les pratiques, parce que toutes les pratiques sont pas forcément sont pas aussi sensibles que d'autres sur les différentes IST. On Mais, pourra c'est créer vrai que ça peut- des petits visuels autour de ça, peut-être, pour Ça peut être intéressant, complètement. compléter tout ça. Et donc, on va pouvoir passer Au recours. aux recommandations. Est-ce que Nicolas et Caroline, vous avez à nous recommander du coup des comptes Instagram ou des vidéos ou des choses à écouter ou des livres à lire en lien avec ce sujet? Il y a un compte qui est très connu, c'est Orgasme et moi. Sur Instagram. Oui, on l'aime beaucoup celui-là. Ouais. Il y a Charline Sage-Femme aussi qui est bien. Elle donne beaucoup de conseils gynéco. Et il y a aussi Juju la gynéco. C'est un compte aussi qui parle beaucoup de la santé de la femme. C'est super intéressant. Et pour le coup aussi, il y a une super émission télé qui est passée sur la chaîne Oui, Teva, Orgasmique. Et qui parle de sexualité, mais sans complexe. Mais c'est un aspect déjà à la fois très éducatif. Oui. Mais déjà même moi qui m'intéresse à des tas de choses, même là j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc super pédagogue et en plus avec de l'humour donc ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, je leur conseille vivement sur Teva l'émission Orgasmique. Il y a eu une émission sur le libertinage d'ailleurs. On essaiera de voir si on peut retrouver un lien qui emmène vers cette émission, enfin cet épisode-là en particulier. Ouais. Et du coup, Noah, est-ce que toi tu fais des recommandations? Moi, j'avais noté même si c'est pas de la pub, mais moi j'aime bien le compte de Wild sur Instagram. Je trouve que c'est pas mal les petits visuels qu'ils font sur certains sujets. Ils déconstruisent un petit peu des idées autour du libertinage.
Puis évidemment, hein, on l'a pas assez cité, mais nos invités ont un compte vraiment super chouette sur du coup sur le libertinage et la sexualité de manière générale. Oui, donc on peut redire le nom du compte, c'est Plaisir Libéré, mais sans accent. C'est ça. Sur Libéré. Pareil, on mettra les liens. Et, évidemment. Et je peux terminer, j'ai trouvé 2-3 petites recos si vous voulez. Alors, il y a 2 podcasts et un livre. Les livres, ça a été un peu compliqué. Enfin, il n'y a pas grand-chose sur le libertinage. Enfin, en tout cas, sur le libertinage du 17e, 18e, il y a plein de trucs. Mais sur le libertinage actuel, il n'y a pour l'instant pas grand-chose en livre. Les podcasts, le premier, c'est le podcast Les Gentilshommes avec l'épisode de Anne sur le libertinage. Voilà, qui parle de ce sujet-là, avec les notions de site de rencontre, le béchanziste, et puis de voilà comment elle vit les choses et comment elle découvre et entre sur la pratique de cette sexualité. Et ce podcast, c'est 3 amis qui posent des questions à des copines sur les rapports hommes-femmes. Et donc voilà, là c'est sur la thématique, cet épisode-là, sur la thématique du libertinage. L'autre podcast, c'est pareil, c'est un épisode spécifique sur le libertinage du cabinet de curiosité féminine, qui est donc aussi un podcast, et qui interroge pareil le sujet de manière assez large. Et ma dernière reco, c'est un livre qui s'appelle Le libertinage, une philosophie de vie, qui questionne ce qu'est le libertinage, son accessibilité, comment est-ce que tout le monde peut entrer sur cette pratique-là, quelles sont les règles, les codes, est-ce qu'il y a des risques pour le couple ou pas, les bénéfices, la place de la femme aussi, dans le libertinage. Et voilà, c'est basé sur des réponses de 31 libertins qui ont accepté de répondre sur un questionnaire, et de témoignages de personnes. Donc voilà pour les recommandations de cet épisode. Eh bien, merci Marie, merci Noah. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Voilà pour la découverte du libertinage. On espère que cela a pu déconstruire certaines de vos idées reçues, vous intéresser et qui sait peut-être même vous mener à vous questionner sur le polyrelationnel. Nous avons passé un très bon moment avec nos invités que nous remercions grandement. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode qui porte